Bien, bonjour Robert. Bonjour Jonathan. Voilà, nous voilà dans une nouvelle capsule des trésors de Tintin. Bien sûr. Tu le sais, on aime aller à la rencontre de passionnés, de tintinophiles, d'hergéologues, d'érudits. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Depuis quand collectionnes-tu? Qu'est-ce que tu apprécies dans l'univers d'Hergé? Quelles sont tes thématiques favorites, tes domaines d'expertise? Eh bien voilà, donc je suis Robert Wautlet, j'ai 78 ans, donc ça avance. L'année passée, c'était 77 et c'était la dernière année possible. En général, ça va comme ça. Ça va comme cela, mais à mon avis, ce sera bientôt 70. comme j'ai signalé que j'avais une dérogation à l'époque de Moulinsart pour prolonger de quelques années. Ah oui, c'est vrai que c'est pour Mais ça. ça m'a permis de continuer et d'être avec vous aujourd'hui dans ce monde de collectionneurs, parce que j'ai toujours eu une maladie dans ma vie, c'était la collectionnite aiguë. Ça veut dire que je collectionne un peu de tout, dont surtout Hergé évidemment, et Tintin. C'est une bonne maladie. C'est une bonne maladie. Donc ce qu'il y a, c'est qu'au point de vue délai, au point de vue de la collection, étant donné que professionnellement parlant, on n'a pas toujours le temps de tout faire, il m'a fallu attendre la fin de carrière pour pouvoir me dire je ressors tout ce que j'ai sorti. Parce que ça m'était difficile de penser que j'avais toutes ces pièces qui dormaient dans des caisses à bananes et que jamais on les ouvrait pour les regarder. Parce que c'est beaucoup, un collectionneur, on prend, et puis alors après, voilà. Et alors après, après la mise à la retraite, Tu as eu un petit peu de temps. anticipé, j'ai eu du temps. Voilà. Et ça m'a permis de ressortir les choses et puis de m'organiser pour créer mon monde de collectionneur. Mais tu es un mordu, hein, parce que beaucoup de tintinophiles qui vont voir cette capsule vont se souvenir que tu interviens régulièrement, notamment sur les réseaux sociaux, pour partager tes trouvailles, tes découvertes. Ouais, c'est mon seul objectif, c'est le partage. Je n'ai aucun intérêt ni aucune recherche de retour, quel qu'il soit, si ce n'est que le plaisir de voir qu'on touche les gens et qu'on aime de parler de la même chose. Et je crois que c'est important dans la vie, surtout après un certain âge, de pouvoir encore donner l'impression qu'on crée ou qu'on partage quelque chose. Pas dire la vie se termine et on ne fait plus rien. En tout cas, tu fais profiter, les autres de toutes tes connaissances et de toutes les archives que tu as accumulées. J'ai beaucoup de chance. C'est très didactique, très ludique. Donc, on va commencer. Tu nous as préparé quelques petites choses. Oui. Tu as envie de nous entretenir voilà, de quelques trouvailles. Tu as même un objet insolite que tu nous montreras, parce que ça, c'est très, très original. Moi, j'avais jamais vu ça. Et on va un petit peu spoiler. Je crois que même Philippe Godin, ce fameux objet, quand tu le lui as présenté, il ne savait pas que ça existait. Non. Voilà, donc là, c'est déjà... Eh ben, on est parti. Voilà. Donc, j'ai dit 3-4 petites choses que tu vas nous faire découvrir. La première, tu as voulu nous parler de quelque chose que les collectionneurs connaissent bien. Les cartes-neige. Les cartes-neige. C'est quoi les cartes-neige? Ça date de quand? Il y en a combien? Allez. Mais voilà, ça date des années de la guerre, quoi, 42-43. C'est sorti pendant la guerre? C'est sorti, et réalisé et sorti pendant la guerre, ouais. D'accord. Et alors, voilà, Hergé a réalisé les dessins de base, noir et blanc. C'est pas encore les studios à l'époque qui dessinaient pour Non. Et alors, voilà, ici, les projets et les réalisations en vraie grandeur par rapport aux différentes... Attends, je vais faire... Donc ça, ce sont les dessins originaux qui ont été... Donc, c'est une reproduction. Une reproduction, voilà, tout à fait. Oui, Sinon, ce serait la production que je me suis fait pour moi-même. Voilà, c'est la reproduction à l'identique des originaux dessinés par Hergé qui ont servi de modèle. À l'identique. Voilà, à l'identique, c'est le format. Et au millimètre près. Voilà. Et ça, on le sait parce qu'il y a quelques années, en 2016, la maison Arcurial à Paris a proposé à la vente ces fameux originaux. Là-dedans, c'est magnifique parce que vous avez la carte de projet d'Hergé, le crayonné d'Hergé et le mise à l'encre, et vous avez la réalisation de la carte colorée à côté.
Il faut savoir en plus qu'on n'est pas seul. Il y a quelqu'un que tu connais très bien, Robert. Oui. C'est Rohan. Bravo. Voilà. Je suis toujours là. C'est notre mascotte. Oui, Qui peut nous montrer. c'est vrai. Je suis l'homme à tout faire. Non, mais tu as un homme important à tout faire. Donc à partir de ces dessins, Oui. quelle société a imprimé? Justement, là, il y a un gros problème. Cartonneige? Parce on n'a jamais su qui a imprimé les C'est un cartes. mystère. C'est un mystère. Parce que c'est d'abord en période de guerre. Mhm. C'était ensuite, disons, un essai. Et ce que l'on sait, enfin moi personnellement, ce que je pense savoir, c'est que la réalisation a été faite par Hergé, évidemment, en noir et blanc. Et alors il y avait sa collègue, une de ses coloristes, qui était en charge de coloriser les cartes. Mhm. Mais comme ça prenait un certain temps, l'imprimeur, dont je m'excuse, mais je ne connais pas le nom, a un peu houspillé parce qu'il y avait un délai d'impression et les cartes ne rentraient pas. Ce qui veut dire qu'on a toujours pensé, et je pense que ça a été réel, que Hergé s'est mis avec sa coloriste à colorer lui-même les cartes pour aller plus vite, pour arriver à terme et dans les délais voulus pour que l'impression se fasse. Fort heureusement, il y avait quand même beaucoup de blanc. Hein. Ouais. Si bon, il y a quand même des effets d'ombre. Hein. Elles sont très jolies. Oui. Celle que j'ai avec la carte, j'ai des protections plastiques. Il y a combien de cartonnages? 25. 25. 25, ouais. À ne pas confondre avec les cartes festives. Voilà. Alors, pour la carte festive... C'est quoi la différence? Voilà la différence. Vous avez par exemple, ici, ça c'est la carte dite de neige, telle qu'elle était réalisée au départ dans les années 42-43. Voici le verso. Elles ont voyagé, moi en général mes cartes, les prends avec voyage parce que j'ai le symbole du cachet. Quoi. Et finalement, c'est un bon moyen aussi d'éviter les copies. Hein. Ah oui, il y en a beaucoup, évidemment. Oui. Alors ce qu'il y a, c'est que nous sommes ici devant la carte neige proprement dite initiale de la période de guerre, mais dans les années 50 et 60, Casterman alors a repris l'impression avec des modifications. Je ne sais pas si je vais trop vite pour tout. Non, c'est très bien. Pour les coloris, quoi. Ouais. On a ici la carte neige originale et ici on a la carte neige dite festive. Et Hergé a dû donc redessiner. Mais il y a eu des rajoutes parce qu'ici à Clocher, là, il n'a pas. Oui, c'est lui qui les a ajoutés. Je ne sais, maintenant, après, c'était dans la période 50-60, donc il y avait le studio. Je ne sais pas si quelqu'un là, on n'a pas de données concernant ça. Ce qu'on sait, c'est l'origine proprement dite de période de guerre. Mais d'un autre côté, voilà, il y a deux, c'est ce qu'on appelle... On n'a pas la même signature non plus. Non, il a signé, dans les festives, il a signé avec des H-points, entre autres. Tiens. Mais je ne sais pas, j'ai des documents qui donnent toutes les signatures qu'il a faites, il a des feuilles entières de signatures. Il y en a plusieurs, hein, oui. Alors ceci ici, la festive, qui est, si je puis dire, moins de valeur, mais qui est toujours tout aussi belle, il y a le symbole Casterman. Voilà. Et là, c'est l'imprimerie Casterman qui les a imprimés. Par contre, les neiges, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas de données concernant l'imprimeur. Et on n'a certainement pas non plus d'informations sur le nombre d'exemplaires qui ont été vendus, parce que c'était vendu, je suppose, en librairie, dans les commerces. C'était vendu effectivement dans les librairies, dans les commerces, c'était vendu peut-être par contact direct avec eux, puisque c'était géré par eux-mêmes. Hein. C'était pas encore le studio à ce moment-là, mais c'était géré par Hergé et autres. Mais bon, il y a eu les problèmes évidemment de la guerre qui ont perturbé beaucoup de choses et puis qui ont entraîné tout ce qu'on connaît, quoi. Donc là, il y avait une chose, la seule chose qu'il y avait, c'est qu'ils étaient tenus de livrer à temps pour l'impression, pour que le lot, dont je ne connais pas la quantité, puisse se réaliser et être mis en vente. En tout cas, c'est un très bel objet, c'est mythique. Beaucoup de collectionneurs cherchent ces cartes neige. Moi-même, il y en a une ou deux que j'aimerais un jour trouver. Donc, une petite anecdote, si tu permets, là, celle-là, c'est la A, ça. Oui, celle-là est coupée. On se demande parfois, ceci c'est une carte neige, mais qui n'a pas de motif. Joyeux Noël, joyeux Nouvel An, bonne année et tout. Mais c'est vraiment la carte dite neige parce qu'elle n'a pas
n'y a pas d'imprimé, il n'y a pas de nom d'imprimé. Seulement, pourquoi est-ce que subitement on a des cartes qui ont voyagé telles que, bien écrites, donc on ne peut pas dire que c'était coupé, sinon on aurait le texte qui serait imprimé, c'est vraiment la carte comme cela. C'est parce que les cartonnets, ils voulaient les avoir pour les vendre en période de fin d'année, avec thème Noël et avec thème Nouvelle Année. Et quand ils n'ont pas vendu les choses avec les soldes, avec les restes, et qu'on était en période qu'il fallait se dépêcher, voilà, oui, eh bien, oui, ils ont oui. décidé de rogner, ils ont massicoté les thèmes Bonne Année ou Joyeux Noël. Et ça est devenu des cartes beaucoup plus petites, mais on pourrait penser que c'est une carte qui a été découpée, mais ce n'est pas découpé, c'est volontaire. Mais alors elles ont été évacuées, elles ont été utilisées, on le voit bien ici. Hein. Elles ont été utilisées comme carte de quel que soit comme ça. Comme Il n'y motif. pas une raison, voilà, une circonstance particulière. Ça. C'était la mode à l'époque. Alors voilà, c'était ça la petite anecdote que je voulais, parce que c'est quelque chose qui est un peu spécial. C'est magnifique. Et ceci, tu vois, c'est de 43, celle-ci. Donc on est en plein dans 42-43. On est en plein pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Merci Robert. Voilà, on va passer à la petite découverte suivante. C'est parti. Allez, merci. La revue, les amis, la revue. C'est une mine d'informations. Là, on est parti. Tu vas nous parler un petit peu des films fixes. Oui. On va remonter dans le temps, parce qu'on était avec les cartonnages, on était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Ici, on va dans les années 30, fin des années 30. Au début, oui. Au début de la création des objets dérivés, donc de films fixes, 10 films fixes. Mais il y a eu d'autres marques. Mais moi, personnellement, j'ai les beaux films. Les beaux films. Ça, c'est 1946. C'est ça que c'est en 46. Et alors, c'est le titre qui est repris ici, qui sont de l'édition noir et blanc, image par image. C'est Tintin en Orient, mais c'est Tintin en Orient, c'est le cigare du pharaon. Mais au départ, il y a eu deux noms. Le livre, là, le livre que j'ai, c'est justement qui montre justement l'exemple de Casterman. Attends, parce qu'il n'est pas. J'aurais dû l'ouvrir. Pardon. C'est une publicité de l'époque de chez Casterman. Pour des comptes enfantins et autres. Mais le dos était une publicité pour lancer les albums de Tintin. Et nous sommes ici avec le cigare du pharaon, et ça s'est intitulé Tintin en Orient. C'est bien celui-là. C'est ça. C'est vrai que je me souviens que même dans et le suivant, il y a eu le Lotus bleu qui a été Tintin en Extrême-Orient. Voilà, avant que mais ceci est avant le Lotus. C'est pour ça que c'est de 1946 que ces films-là ont été pris. Alors, quelle est la particularité de ces films fixes? Donc, on est sur le principe de la lanterne magique ou des Exactement, c'est un petit peu la lanterne magique comme on voit, avec une simple ampoule qui pend, et il y a un passage, mais c'est un peu ancien, hein, ça date de la guerre. Enfin, si on a des films trentenaires ou plus jeunes qui regardent cette capsule, ils vont se dire mais qu'est-ce que c'est que cette machine de torture? C'était la mode à l'époque. Ben oui, mais cet appareil provient d'une école, une école primaire à Tu as connu ça quand tu étais petit? Non, c'est pas le cas. Ben, j'étais pas loin, parce qu'en 47, c'est quand même pas... C'est très proche de là, mais j'étais pas encore amateur. À ce moment-là, j'étais pas encore vraiment amateur. Les diapositives, ça j'ai connu, mais c'était pas ces machines-là. Hein. Ah non. Mais ça, c'est vraiment un projecteur qui a été dans une école, et c'est le directeur, quand ils ont démoli l'école, que j'ai pu l'obtenir, quoi. C'est une société belge, française qui a produit les films fixes? Non, oui. Les films fixes, les beaux films fixes, c'est français. C'est français, c'est ça. Paris. Une société Les Beaux Films à Paris, qui a entrepris de sortir les aventures issues de tous les albums créés par Hergé. Mais il n'y a pas eu pas tous les albums. À l'époque 46. Oui, hein. Oui, parce que c'est la Lune et tout ça. Moi, j'ai aussi la collection sur la Lune, mais c'est en 52. Donc ça a été refait ensuite. Et pour finir, la création initiale, la réalisation initiale, c'est faite sur, comme nous avons ici les premiers noirs et blancs. C'est au noir et blanc qu'ils ont créé ça. Le coloré n'est pas sorti de la même manière. Alors on imagine les enfants qui découvraient aussi les albums par ce biais-là, en projetant sur les murs de leur chambre. Bien sûr. Mais c'était à l'époque, d'après le directeur de l'école primaire de Pepinster,
c'était un luxe d'avoir un appareil de projection. Surtout qu'on sortait de la guerre en 1946. Hein. En tout cas, c'est une vraie curiosité. Merci Robert. Ah ben voilà, je vous en prie. Ben voilà, ici, nous allons parler maintenant pendant quelques minutes du fameux Loch Lomond, qui est le fameux whisky du capitaine. C'est son breuvage favori. Son breuvage favori. Et la petite histoire veut qu'il y a eu plusieurs raisons, mais dans la première version de l'île Noire... Il y a plusieurs versions. Oui, oui. On parlait du Johnny Walker, qui était une boisson existante à l'époque et qui gênait beaucoup soit de pays ou soit même la marque peut-être elle-même du Johnny Walker, on s'en est servi sans demande, quoi. Donc automatiquement, mais je pense savoir quand même qu'il y a aussi une importance par rapport à la publication des Tintins dans les pays nordiques. Parce que dans les pays nordiques, ils n'étaient pas d'accord que des enfants lisent Tintin et qui voient le même whisky que papa qui passe la soirée à déguster un bon whisky. Donc Hergé, il a ressenti qu'il fallait quand même changer. C'est pour ça que la première version couleur, donc c'est le noir et blanc est resté Johnny Walker, mais la première version couleur a été avec le Loch Lomond, qui était normalement un whisky qui n'existait pas. Et ça, c'est la représentation de la bouteille comme elle est dessinée dans les albums. Et alors ici, vous avez... C'est passé. Ici, vous avez la vraie bouteille commercialisée Loch Lomond. Mais est-ce que ce whisky existait avant? Non. Ou bien après? Non, ils ont fabriqué du whisky qu'ils ont appelé Loch Lomond, quelque part en référence. Voilà la fiche signalétique de ce whisky. Qui donne un peu toutes les caractéristiques. Donc la distillerie, à l'origine datant de 66. Ok. Mais le mot Loch Lomond, Hergé, là... Voilà. Alors, qu'est-ce qui a... D'où est-il son inspiration? Ben, peut-être était-il amateur du whisky en lui-même et il s'est dit, tiens, Johnny Walker c'est bon, mais comme ça ne va plus, on va peut-être créer un autre mot, mais on va garder le même breuvage. Alors automatiquement, il a certainement eu ce que j'ai eu la chance de découvrir une fois, c'est un fascicule qui vient d'Écosse et qui s'appelle, c'est quelques photos du lac Loch Lomond. Voilà. C'est pas très clair, mais enfin voilà. Il y avait le Loch Ness, il y a le Loch Lomond. Ouais. Alors à l'intérieur, si tu veux regarder, il y a de ce que c'était vraiment en Écosse le lac. Waouh. Il y a encore d'autres photos, tout si tu veux, qui sont un peu plus générales. Hein. Donc Hergé en lui-même a sûrement vu une fois des documents pareils et il a dit tiens, je vais appeler ça whisky écossais, Loch Lomond. Donc en résumé, Hergé a d'abord dessiné le whisky Johnny Walker, puis pour des raisons commerciales, c'est devenu le Loch Lomond, donc tu imagines qu'il a dû tomber sur une petite documentation. Voilà. Ouais. Et quelques années après, une distillerie s'est dit tiens, on va un petit peu surfer sur le nom pour lancer une marque de whisky. Exactement. Et alors, on tourne en rond parce qu'il a cru créer, inventer quelque chose qui lui permette. Et peu de temps après, c'était une pièce réelle, quoi. C'était du matériel réel. Si ça, c'est pas ironique. C'est assez bizarre comme système. Super. Allez, on va passer à la petite trouvaille. Du coup, cette petite curiosité que tu nous annonçais, dont même Philippe Godin ignorait l'existence, c'est ce calendrier en métal. Sur tôle, oui. Oui. De 1931. Fabriqué par Metalac. Metalac, voilà. Metalac. Une société, une entreprise basée à Etterbeek. Voilà. Donc on est sur un produit belge, mais 1931. Alors, c'est pas courant, moi j'avais jamais vu ça avant. Jamais. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a malheureusement l'étiquette initiale donnant le créateur. Metalac, c'est une technique de cuisson, comme on dirait, de la céramique sur une tôle, quoi. Mais voilà, c'est une pièce assez, vraiment très spéciale. Et
On n'est pas sur les plaques qu'on peut acheter 2 sous 3 centimes sur AliExpress. Non. Ben, on en a parlé avec des experts aux amis d'Hergé et ils ne connaissaient pas. Donc automatiquement, je ne veux pas dire que c'est une grosse trouvaille, mais c'est quelque chose d'intéressant et qui m'emballe très fort. À ta connaissance, il n'y a que l'année 1931. Là, il n'était qu'un essai. Ouais. Et c'était une connaissance d'Hergé, M. Métallac. Bon. Eh ben, appel est lancé à tous nos abonnés tintinophiles, ceux qui connaissaient l'existence de ce calendrier glaçoïde sur support métallique. Oui, de la société Métallac d'Etterbeek dirigée par Pierre Damier. N'hésitez pas à nous donner des informations si vous avez déjà vu cet objet, on aime bien comme ça. Ici, tu avais préparé l'exemplaire le petit 20e dont la couverture est le même sujet que retravaillé différemment. On a oublié les palmiers, mais on a... 31, c'est quand même 2 ans après la création de Tintin. Tout à fait. C'est très tôt pour avoir des objets dérivés. C'est ça. C'est assez spectaculaire comme pièce et je suis heureux de la posséder, mais c'est un réel plaisir de l'avoir, mais on ne sait pas ce que ça vaut. Donc j'ai toujours évité le business. Non, c'est la curiosité, la recherche autour de l'objet et le fait de dire que tu possèdes un objet qui est la plaque, avec le temps, ça a rouillé, mais il y a une partie de données, en regardant de plus près, qui renseigne quand même. Mais moi, j'ai pu retrouver par le fait du mot. Et pour finir, on a... Ok. Merci Robert. J'ai vraiment passé un très très bon moment. Nous avons passé un très bon moment, Bara et Rohan. On pourrait sans doute rester chez toi toute une journée parce qu'il y a encore plein de choses que tu pourrais nous montrer, mais ça nous donnera l'occasion de revenir. Oui, bien sûr. Voilà, on aura une excuse pour venir faire un tour chez toi. Excuse, oui. Ou un motif bien agréable. Un grand Il y a merci. beaucoup de choses, encore beaucoup de choses à voir. Les calendriers scouts, tout ce qui tourne autour du scoutisme, c'est énorme. De toute façon, tu es membre des Amis d'Hergé. Donc, on va se croiser lors de la journée annuelle. Et Thierry Scaillet, je le connais bien aussi au niveau de Saint-Boniface. Voilà. Et on a eu de bons contacts. Lorsqu'on se penchera sur le passé scout d'Hergé et ses réalisations, on reviendra aussi te voir. Si vous voulez, avec plaisir. Partager, c'est ce qui compte. Le reste, merci. Merci Robert. À bientôt. Également.